population sous domination coloniale, alors que le colonialisme et l'impérialisme prétendaient être en mission de civilisation au nom d'un universalisme prôné par le siècle des Lumières. Ce texte juridique était au service d'une justice sans équité, ce qui prouve sur un plan général que ce qui est légal n'est pas forcément juste. L'autre acception du concept sujet est d'une autre teneur, et c'est celle qui correspond à la philosophie du sujet par laquelle je veux éclairer mon propos. Dans cette autre acception, le sujet peut être défini comme puissance d'agir. Différents philosophes ont expliqué ce statut du sujet comme puissance d'agir par soi et pour soi, en vue d'être apte à entrer en relation avec autrui ou de traiter d'un objet de connaissance. On connaît la fameuse exhortation de Socrate, « Connais-toi toi-même ». Descartes, avec son cogito ergo sum que nous connaissons, fondateur du rationalisme moderne, a fait du sujet un être conscient de lui-même et jouissant du seul fait de penser, de pouvoir nier, affirmer et donner un sens à ses actes et aux événements. Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, chez qui la question centrale de la philosophie est « qu'est-ce que l'homme ?» Il répond que c'est un être qui s'interroge sur les valeurs devant guider son action, qui a une dignité et qui se caractérise par une certaine autonomie, c'est-à-dire la capacité d'entreprendre et d'agir. Indiquons un dernier exemple de philosophie du sujet, l'existentialisme. Je me contenterai pour ce faire de citer le bel aphorisme de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Soulignons cependant que cette puissance d'agir par et pour soi est une condition nécessaire, mais n'est pas une condition suffisante pour la construction du présent et de l'avenir dont l'humanité a besoin pour survivre aux périls qui la guettent et pour vivre décemment dans la paix et la fraternité. Pour construire le bien commun au sens général, cette condition doit être complétée par la disposition du sujet à entrer plutôt en relation avec autrui, avec d'autres identités par conséquent, mais dans l'égalité et la réciprocité. Et je vous demande de bien vouloir garder en mémoire ces deux concepts qui reviendront souvent dans mon propos, l'égalité et la réciprocité. Ces considérations étant faites, il s'agit à présent de voir comment une telle conception du sujet, assimilable à l'identité, pour les raisons que je viens d'indiquer, peut aider à appréhender les termes de notre thématique, identité, jeunesse et souveraineté en Afrique. D'où l'intérêt d'en venir au deuxième philosophème que je vous propose d'examiner, le cosmopolitisme comme enjeu pour la construction du panafricanisme d'abord, et par-delà le panafricanisme, une mondialisation non capitaliste et non impérialiste. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, dont j'ai parlé tout à l'heure, je reviens encore à lui, a laissé à la postérité un petit opuscule au contenu heuristique d'une grande actualité. Il y met en exergue notamment trois grandes idées. Première idée, la violence qui domine les rapports entre les hommes est due à la force de la nature. Seul l'usage collectif de la raison à l'échelle humaine peut faire cesser cette violence. Deuxième idée, le cosmopolitisme constitue une condition incontournable pour construire la paix perpétuelle entre les nations. Troisième idée, l'abandon partiel de souveraineté des nations au bénéfice d'une souveraineté supranationale est une condition nécessaire pour l'effectivité du cosmopolitisme.
Précisons toutefois que la solidarité, comme pierre angulaire des relations entre nations, peuples et États, est fondamentale pour que le cosmopolitisme ait un sens et une efficacité. Et que si cette solidarité signifie la visée commune d'un universel humain, elle doit s'accomplir dans l'égalité et la réciprocité entre partenaires. Égalité et réciprocité des rapports entre partenaires. Vous aurez noté donc dans mon propos la récurrence des notions d'égalité et de réciprocité. Il n'y a pas de dialogue, de coopération, de construction du bien commun sans leur prise en compte effective et efficiente. S'agissant du panafricanisme, nous savons que de longue date, de grands pionniers l'ont élevé au rang de conditions nécessaires pour la renaissance africaine en termes de souveraineté de l'Afrique après sa libération du joug colonial et en vue de la construction de son propre destin dans le concert des nations libres et solidaires. À quoi il faudra ajouter le multilatéralisme ayant pour cadre de concertation et de prise de décision consensuelle la Charte des Nations Unies à travers les programmes et résolutions du système des Nations Unies. S'agissant de la construction et de la promotion du panafricanisme, je voudrais circonscrire à un type particulier de solidarité l'examen d'arguments susceptibles d'éclairer notre problématique identité, jeunesse et souveraineté en Afrique. Je veux parler de la solidarité par les idées, les savoirs, les savoir-faire et la culture. Ce type particulier de solidarité me paraît conforme au programme pratique, au but poursuivi par l'école électorale ethos. Il s'agit donc de prêter attention à la signification et à la valeur d'un choix délibéré et stratégique, celui de l'investissement dans le savoir, la formation et la recherche, en vue d'en faire de puissants leviers d'affirmation de l'identité, de la souveraineté et de la coopération en Afrique. Et l'on voit comment une telle option constitue en même temps une prise en compte de la dividende démographique et donc un moyen de miser sur l'intelligence et la disponibilité de la jeunesse. De ce point de vue, la créativité me semble être la voie royale pour examiner ce type particulier de solidarité, des idées, des savoirs, des savoir-faire et des manières d'habiter la terre. La créativité peut être définie comme capacité de transcender certaines façons établies de penser ou d'agir et à développer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes ou de nouveaux objets. La créativité est de ce point de vue une expression, une forme, une modalité de la puissance d'agir par laquelle j'ai défini tout à l'heure le sujet. Il convient de préciser qu'elle peut être le fait d'individus à tous les âges et dans tous les domaines de la pensée et de l'action. Mais que par exemple, en matière de création artistique, des célébrités ont fait preuve de génie à 65 voire 70 ans. Et qu'également dans le domaine scientifique, des découvertes et inventions et innovations décisives semblent en très grande majorité avoir été le fait d'individus ayant déployé et mis en œuvre leur potentiel créatif avant ou autour de la trentaine. Blaise Pascal constitue, de ce point de vue, une des figures les plus emblématiques, mais il n'est pas le seul. Cette donnée justifie largement que l'éducation soit l'une des priorités des politiques publiques pour permettre à l'Afrique d'être en mesure d'exercer sa souveraineté dans les choix de ce qui convient à sa situation et à son identité, en vue d'agir pour elle-même et de coopérer aussi avec le reste du monde. Les sociétés africaines ont toujours été des sociétés créatives. Elles sont restées créatives en dépit des entraves du colonialisme qui a grandement freiné les moyens de son développement endogène.
Elles sont redevenues créatives de nos jours pour survivre et résister aux forces dissolvantes du capitalisme, du néocolonialisme et des versants négatifs de la mondialisation. L'art plastique contemporain, la musique, le sport, les arts culinaires et vestimentaires, le pluralisme religieux et confrérique constituent par exemple chez nous, entre autres, des exemples d'efforts de renouveau et de promotion des valeurs culturelles dans la modernité pour gagner sa vie et défendre son identité sans nuire à celle d'autrui. De même, il suffit, pour s'en convaincre, de considérer la montée en puissance de l'économie populaire, même si celle-ci n'est pas exempte de défauts, qui gagnerait à être éradiquée sans la déposséder de son potentiel créatif ou vouloir l'arrimer au modèle de la logique productiviste, capitaliste dominante, sous prétexte de formaliser l'informel. Un des préalables pour optimiser les opportunités de la créativité consiste à répondre à la question suivante: quel type d'école et quel type d'éducation sont susceptibles de donner à l'Afrique les moyens d'une formation conforme à ses identités, à ses besoins et à son aptitude à coopérer avec le reste du monde? La réponse peut être utilement recherchée, entre autres, dans la critique africaine de l'école et dans la vision africaine de la transformation, telle que par exemple le professeur Joseph Kizerbo, c'est une des figures les plus marquantes dans ce domaine, les a exposées dans différentes publications. M. Mamadou Ndoye, philosophe de formation, inspecteur de l'enseignement, ancien ministre en charge de l'alphabétisation, expert en éducation de base, en a rappelé les grandes lignes récemment à l'occasion d'une table ronde consacrée à Joseph Kizerbo dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du grand penseur burkinabé. Les grandes lignes de son analyse portent sur la nécessité d'une évaluation critique du modèle d'éducation importé et imposé par la colonisation. Modèle caractérisé par le vice original de n'être pas le produit du développement interne des sociétés africaines, d'être responsable de l'interruption du modèle de développement qui était en cours dans les sociétés africaines. Et toutes choses qui ont eu ou ont encore pour conséquence la dépendance scientifique, technologique et socio-économique des sociétés africaines. D'où l'importance de la vision futuriste de Kizerbo qui prône notamment la conjugaison des principes de l'éducation traditionnelle africaine avec ceux d'inspiration occidentale. L'urgence de développer un enseignement universitaire africain au profit d'un enseignement de base et d'une approche holistique permettant d'aller de l'élémentaire au supérieur. Dans cette perspective, l'accent est mis sur la promotion des langues africaines en vue de créer les conditions de capacité endogène des Africains et de l'Afrique. Et dans le souci de ne céder ni au laxisme d'un afro-optimisme débridé, ni à l'impérialisme d'une rhétorique scientiste et idéologique, Mamadou Ndoye fait aussi la critique de ce qu'il appelle les diversions passéistes, économistes et technologistes. Notez bien que j'ai vu que récemment, ici même à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été soutenue une thèse de doctorat unique intitulée L'éducation chez Platon et Joseph Kizerbo, prolégomène à une refondation des systèmes éducatifs en Afrique. Il s'agit là incontestablement d'une confirmation de la pertinence de la vision du grand historien panafricaniste. S'agissant de créativité et de capacité endogène dans l'enseignement et la recherche universitaire, il convient de rappeler qu'en Afrique, et notamment au Sénégal, on est de l'existence d'expériences de mise en place d'institutions et d'organismes dont la vocation est de montrer la voie à suivre pour doter l'Afrique de cette puissance d'agir qui ouvre des perspectives d'autonomie
de réponse à ses besoins prioritaires et d'ouverture à la coopération internationale. Premier exemple emblématique, la naissance de l'école psychiatrique de Dakar, devenue une référence dans le monde. Elle a révolutionné l'institution psychiatrique par un changement de regard scientifique et une pratique novatrice qui a consisté en ceci: l'abandon d'une conception asiliaire, brutale et essentiellement médicamenteuse du traitement psychiatrique, caractéristique du modèle occidental, pour un autre modèle africain, celui-là, faisant du sujet, de sa famille et de leurs référents culturels un sujet collectif participant au même titre que le médecin et la médecine moderne au traitement de la morbidité mentale. Notre formation philosophique ici à Dakar nous avait donné la chance, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le certificat de psychologie, de bénéficier de l'enseignement de la psychopathologie ici à l'hôpital de Fann, et nous en avons gardé les gens de ma génération qui ont fait les premières parties de leurs études ici, un souvenir extrêmement précis qui a beaucoup affecté. Lorsque je suis devenu professeur de philosophie ici au lycée Blaise Diagne, avant de venir enseigner au département de philosophie, j'emmenais chaque année mes élèves de classe terminale à Fann, visiter non seulement les centres psychiatriques, mais participer à une expérience extraordinaire qu'on appelait le pinch, et qui est l'expression de ce que je viens de dire, c'est-à-dire une assemblée, un espace où les médecins, les familles des malades, les accompagnants sont tous autour du malade et discutent des symptômes et des problèmes du malade pour l'aider. C'est un modèle qui a révolutionné la psychiatrie et qui aujourd'hui est tenté dans d'autres parties du monde, y compris dans le monde occidental. C'est donc un premier exemple d'une institution née en Afrique qui a révolutionné un type de pratique scientifique. Deuxième exemple, on parle également de l'école de Dakar à propos de l'enseignement et de la recherche en histoire, mais aussi de l'enseignement et de la recherche en matière de médecine tropicale. Troisième catégorie des centres endogènes d'impulsion de la recherche, l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole du Sénégal. Ses principaux axes de recherche portent sur la promotion des systèmes de production performants, compétitifs et durables, l'accompagnement durable des exploitations familiales, la promotion et la valorisation des capacités endogènes dans ce secteur. Et nous avons aussi l'Institut des technologies alimentaires, qui est certainement l'une des plus célèbres, dont les recherches et les résultats pertinents constituent une réponse et une indication sur la nécessité pour les pays africains de consommer prioritairement ce qu'ils produisent, et dont une indication dont l'exemple phare est ce qui est connu sous l'appellation de pami-blé, un produit mixte de farine de blé et de farine de mil plutôt et de farine de blé, pour mettre un frein à une dépendance qui pèse lourdement et négativement sur la balance commerciale sénégalaise. Il y a l'IFAN, une des doyennes parmi les institutions implantées en Afrique depuis l'époque coloniale et qui ont connu des changements d'appellation et d'orientation. Institut fondamental d'Afrique noire, devenu IFAN Cheikh Anta Diop, doté de départements et de laboratoires spécialisés, parmi lesquels le célèbre et emblématique laboratoire du carbone 14 lié à l'œuvre et à la mémoire de Cheikh Anta Diop. Il y a le CODESLIA, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, qui a cette particularité d'être un organisme panafricain créé en 1973 et qui constitue le principal centre non gouvernemental de production de connaissances scientifiques sociales sur le continent. On peut aussi citer comme autre exemple de coopération internationale en matière de recherche l'IRD, Institut pour la recherche et le développement, qui a remplacé l'ORSTEM et dont le siège se trouve à Marseille. Ces activités de formation et d'innovation en partenariat avec les institutions sénégalaises pour le cas du Sénégal
depuis une cinquantaine d'années, repose sur un modèle original de partenariat scientifique qui se veut équitable avec les pays du Sud et procède par interdisciplinarité et définition conjointe des thématiques de recherche par les chercheurs sénégalais et français en fonction des priorités du pays. Quatrième catégorie, de nouvelles institutions qui se donnent pour vocation la prise en compte des identités africaines et des capacités endogènes de recherche et de promotion des résultats de la recherche en Afrique. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, créée le 9 mai 1999, et qui, comme au Nigeria, au Ghana, pour donner quelques exemples d'autres pays africains, cette institution ambitionne de promouvoir la recherche scientifique en Afrique. Le professeur Souleymane Niang, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en fut le premier président. Une autre académie a vu récemment le jour, elle s'appelle Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, qui a été jetée sur les fonds baptismaux le 13 novembre 2021 à Dakar pour des membres fondateurs issus de plusieurs pays d'Afrique. Cette institution souhaite voir converger les recherches dans les domaines figurant dans les libellés de sa raison sociale vers un objectif prioritaire: comment, à partir de notre identité africaine, de nos besoins en Afrique et de nos expériences d'Africains, promouvoir les principes et valeurs du vivre ensemble, de la paix, de la justice et de l'environnement. L'histoire des académies dans le monde montre que le souci des pouvoirs publics, et notamment des intellectuels en particulier, est de faire des idées les guides intelligents d'un monde qui a besoin de savoir et d'éthique pour donner plus de pouvoir et de dignité à l'homme sans détruire la nature. Au vu du nombre et de l'orientation des institutions que je viens de citer, sans avoir évidemment eu la prétention d'être exhaustif, deux remarques s'imposent. Premièrement, qu'en est-il de la question de l'articulation et de la cohérence de ces différentes composantes au statut institutionnel divers pour une synergie efficiente au service du développement et de la coopération? Deuxième question, qu'en est-il de la valorisation des résultats de toutes ces recherches pour répondre à l'impatience des générations actuelles et aux besoins des générations futures? Et c'est une bonne transition pour en venir à mon troisième philosophe que je vous propose, celui de paradigme. Nous savons que les paradigmes servent à résoudre des énigmes et que lorsqu'ils cessent d'être opérants, il faut en créer d'autres pour prendre en charge de nouvelles questions. Des paradigmes dominants de notre époque, il y en a beaucoup, mais je vous propose d'en considérer les deux suivants. Le premier, c'est celui de mondialisation. La mondialisation est un paradigme qui exprime le statut actuel du processus d'unification de l'humanité par un changement d'échelle de notre époque. Les performances du progrès qui accompagnent ce processus sont appréciées dans certains domaines, notamment les technologies de l'information et de la communication. Mais la mondialisation n'en demeure pas moins problématique. En dépit de ses avantages et de ses avancées, et la colonisation a pour contrepartie une tendance à la marginalisation des différences et notamment des identités. Comment amoindrir les versants négatifs de cette tendance pour sauver à la fois la diversité, la puissance d'agir des sujets que sont les États et leurs identités respectives, sans renoncer à la quête de l'universel? C'est à cette question que répondent toutes les analyses et toutes les bonnes pratiques relatives au rapport équilibré entre le global et le local. Un tel souci, une telle exigence sont à l'origine de la construction d'un nouveau paradigme, celui du développement durable. Érigé en paradigme au sommet mondial sur la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, il se caractérise par trois recommandations majeures. La première est de faire réellement du contenu du rapport de ce sommet un paradigme applicable par tous les États, toutes les institutions nationales et internationales, à tous les niveaux,
et dans tous les domaines des politiques d'impulsion du développement. La deuxième recommandation consiste à faire de l'environnement défi et enjeu majeur pour la survie de toutes les espèces de notre planète, un autre paradigme qui vient après celui de l'économie. Et la troisième recommandation, la prise en compte des générations actuelles et futures dans toute politique de développement conforme à ce paradigme. Cette troisième recommandation nous permet de renouer avec l'examen de notre problématique, identité, jeunesse et souveraineté. Les différentes analyses critiques relatives à l'orientation trop économiste, trop techniciste, trop productiviste du concept de durabilité ont conduit des experts de différentes disciplines, des philosophes, des économistes, des anthropologues, etc., à souligner la nécessité de faire de la culture le quatrième pilier du développement durable. Et ce faisant, d'avoir en vue les manières d'habiter le monde, les imaginaires, les héritages et les savoirs traditionnels et modernes des sociétés concernées. S'agissant des générations actuelles et futures, deux données majeures militent en faveur de la prise en compte urgente, la prise en compte urgente de cette question pour l'Afrique. Première donnée, d'après des statistiques démographiques et des projections récentes, la population africaine a triplé entre 1980 et 2019, entre 1980 et 2019, passant de 400 millions à 1 milliard 300 millions, 1 milliard 300 millions d'habitants. Je reprends, cette population a triplé entre 1980 et 2019, passant de 400 millions d'habitants à 1 milliard 300 millions d'habitants. En 2035, un quart de la population africaine d'aujourd'hui, en âge d'être scolarisée, sera sur le marché du travail. Et en 2065, la tranche d'âge de 15 et 24 ans représentera à elle seule 900 millions de personnes. Deuxième donnée, la solidarité internationale en matière de politique de développement doit être guidée par le principe de croissance inclusive en Afrique. L'actualité nous offre l'opportunité de rappeler la nécessité et la possibilité de donner au concept de durabilité une matérialisation tenant compte de ce que représentent les jeunes, et en particulier la question genre. L'actualité en question, c'est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui va se tenir à Dakar pour la première fois du 1er au 6 mai 2023 et qui sera précédé par le Forum Jeunesse. C'est la preuve que la problématique identité, jeunesse et souveraineté en Afrique est une question stratégique de premier ordre. En faisant des collectivités territoriales le lieu d'impulsion et de réalisation du développement à la base pour un développement endogène et durable, ce forum met en relief un autre besoin de changement de paradigme, celui de la démocratie, dominée depuis des siècles par le modèle de représentation parlementaire, modèle qui a donné tout ce qu'il pouvait et qui a besoin d'être complété et approfondi par celui de mode de représentation et d'exercice de pouvoir d'une plus grande proximité, en particulier ceux incarnant l'équité territoriale et entretenant des relations de solidarité et de synergie positive entre elles et les niveaux supérieurs. On voit combien dans un tel élan, la dividende démographique est appelée à placer les jeunes au cœur des compétences en matière de conception et d'exercice des responsabilités. Instruite par les acquis, mais également les limites actuelles en dépit des diverses ressources matérielles et humaines du continent, le développement social et culturel du continent, cette jeunesse est convaincue que son tour est venu de travailler à la refondation de la société africaine sur de nouvelles bases, sur des bases plus soucieuses de justice et d'équité, justement. Elle a pour ce faire besoin de formation, de créativité, de responsabilité, de solidarité et de détermination. Déjà, elle forge des jargons qu'elle a inventés et dont les linéaments
constitue justement le lancement d'un nouveau mythe intégrateur, volontariste, plus conforme à l'idéal républicain et de portée résolument panafricaniste. Vous connaissez sans doute un certain nombre de slogans qui sont développés dans ce domaine. Dans le sillage de ce besoin de changement de paradigme, je voudrais, par le biais d'un dernier philosophème, montrer combien la créativité et l'innovation constituent un bon argument pour assurer l'identité, la souveraineté et le développement en Afrique sans tourner le dos à la coopération internationale. Ce philosophème, il vous est sûrement arrivé de vous en servir dans des circonstances particulières. Vivre d'abord, philosopher ensuite. Dans l'ordre des urgences, c'est par cette question d'actualité que j'aurais dû commencer. Car accorder à la santé et au bien-être la dignité du premier sens que l'on donne à l'existence, c'est philosopher implicitement ou involontairement. Parce que vivre est une valeur. J'ai préféré mettre ce dernier philosophème, terminer par ce dernier philosophème pour en faire véritablement l'élément pour la bonne bouche, et c'est vraiment le cas de le dire. Parce que pour tout vivant, c'est une question récurrente depuis des décennies, et la question est la suivante: comment nourrir l'Afrique? Je vais résumer le contenu d'une conférence donnée sur cette problématique par un expert africain de grande renommée. Il s'agit du docteur Papa Abdoulaye Seck, agronome de son État, ayant conduit différents programmes régionaux de premier ordre sur le continent, ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal, membre de plusieurs académies africaines et internationales. Devant l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, que j'ai cité tout à l'heure parmi les nouvelles institutions qui se veulent des centres d'impulsion, de réflexion et d'impulsion, il a intitulé sa conférence ainsi: Interdépendance et solidarité des identités, une exigence pour nourrir durablement l'Afrique. Et à la fin de la citation de cette conférence, dont je rappelle encore le libellé: Interdépendance et solidarité des identités, une exigence pour nourrir durablement l'Afrique. Son diagnostic est déjà une indication très claire sur les défis et les enjeux de la souveraineté alimentaire, grand thème d'actualité s'il en est. Je le cite. Le docteur Seck dit, je le cite: l'Afrique est le seul continent importateur net de produits agricoles. Et il n'est pas possible d'y trouver en tout temps et en tout lieu une nourriture suffisante pour une vie active et équilibrée. Fin de citation. L'Afrique représente 17% de la population mondiale et supporte 32% des importations mondiales de riz, qui est une denrée de très grande consommation, une denrée essentielle du mode de vie de nombreuses populations du continent. Et c'est une aberration qui vient de ce que l'Afrique ayant de meilleurs rendements que des pays d'où nous viennent nos importations, l'Afrique peut nourrir l'Afrique en riz et en même temps en exporter, souligne Popper. Le docteur Seck pointe une première cause qui nous rappelle l'importance de la créativité dont j'ai fait le fil conducteur de mon propos, comme choix d'un type de solidarité lié à la formation, à la rédaction. Donc l'importance de la créativité, il pointe une première cause, il dit c'est l'absence de système d'innovation. Il tire de ce constat la recommandation suivante: si on utilise les paquets technologiques dits NERICA, les paquets technologiques NERICA, c'est une variété hybride obtenue par le croisement de riz africain et de riz asiatique, conçu à partir de données africaines et destiné à l'Afrique. Notre continent peut s'autosuffire et exporter sur le marché international. Pour montrer la place que la créativité doit occuper dans notre quête de souveraineté, de dignité et de bonnes relations avec le reste du monde, Dr Papa Abdoulaye Seck liste 10 conditions ou facteurs qu'il appelle des briques pour une fondation pour atteindre la souveraineté alimentaire par l'invention d'autres systèmes alimentaires.
Ces conditions sont toutes importantes et constituent un système cohérent. Mais pour rester dans le cadre de notre argumentaire, je ne vais pas les citer toutes, je ne vais pas citer toutes les 10, je vais me contenter d'en prélever quelques-unes, celles qui sont liées à la question de la créativité et de l'innovation simplement, parce que sinon ça va être trop long. Première condition, les questions agricoles doivent être reclassées en questions nationales, parce que l'identité alimentaire est la plus forte des indépendances, en ce qu'elle est corrélée à notre existence et à notre dignité. Deuxième condition, l'offre doit considérer les intérêts de toutes les identités dans la gestion des filières agricoles, à savoir tenir compte de toutes les identités, à savoir, dans un souci d'équité, la prise en compte des exploitations familiales modernisées, la prise en compte d'un secteur privé dynamique, la prise en compte de la terre qui doit rester une propriété collective et mettre en garde tous les oiseaux de mauvais augure contre la recolonisation de l'Afrique qui serait la conséquence inéluctable d'un marché foncier rural. Il faut tenir compte aussi d'une discrimination positive en faveur des femmes rurales, condition sans laquelle l'agriculture africaine ne peut se développer. Il faut aussi des emplois dignes et rémunérateurs destinés aux jeunes, donc susceptibles de leur ôter toute tentation d'émigration causée par la pauvreté et l'absence d'emploi et de perspectives. Quatrième condition, une recherche agricole et un conseil rural métamorphosé. Cinquième condition, la démystification des innovations technologiques venues d'ailleurs, de l'extérieur qui sont imposées, vecteurs de changement climatique en faisant appel à tous les savoirs traditionnels et modernes, sans préjuger ni laxisme. Et dans ses ultimes recommandations, le Dr Seck en appelle, je le cite, à la construction de nouvelles civilisations agricoles, fondées sur l'homme, l'environnement et la solidarité des différentes identités. Si j'ai tenu à terminer cet exposé par cette analyse de la question de la souveraineté alimentaire, c'est pour deux raisons essentiellement. Premièrement, en circonscrivant la citation de ces recommandations à celles qui sont relatives à l'exigence d'innovation, j'ai voulu souligner une dernière fois l'importance de la créativité pour la problématique qui nous réunit ici ce matin dans le cadre des activités de l'école doctorale. Deuxièmement, cette question de la souveraineté alimentaire est emblématique du caractère vital de l'exigence de souveraineté dans tous les autres domaines, y compris celui de la gouvernance institutionnelle, impliquant la diversité des identités, dont celle du genre et de la jeunesse, en vue de faire tenir à l'Afrique un rang digne de son histoire et de sa culture dans un monde multipolaire. Merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de jeter ces quelques idées dans la corbeille de votre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup.